Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. On air. On air. Avec. On est on air. Karima, you're back. Je me vois, I'm back. You're back in full effect. Karima, je l'ai appris ces derniers jours, hyper mais méga super calé en foot. Hyper. Je suis calée pour ma condition féminine, on va dire. Oh non, tu me dis pas ça à moi. Non, ça se dit pas. Non, vraiment, juste calé, point. Non, parce que on avait, non, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui se connaissaient pas du tout en foot. Avec Willax, on avait genre plein de gars autour de la table. Et ils n'étaient pas hyper calés en foot, hein. Genre franchement. Alors t'es juste calé, point, carrément. Je suis plus calé qu'eux, on va dire. T'as pris avec toi quand même pendant cette heure 2 gars qui sont quand même calés. Hyper footeux. Hyper footeux. C'est qui? Eh ben on est avec Franck, le cofondateur du magazine SoFoot et footeux dans l'âme. Et avec Thomas Njijol, supporter de foot. Et je crois que tu tapes un peu dans le ballon aussi, non? Ouais, vraiment de façon occasionnelle. Ouais. Vous avez joué hier dans le tournoi? Ouais. Absolument. Ah d'accord, et puis ça s'est bien passé pour SoFoot? Non, mais le tournoi, attends, on t'entend pas, Franck. Je m'entends pas. Plus proche du micro. Là, tu m'entends? Oh là, je t'entends, Ok, Franck. super. Je vais parler comme ça, en fait. Attends, tiens, prends celui-là. Hop. Là, tu m'entends? Voilà, Oh, c'est super, ouais. Là, tu m'entends, super. Non, les règles n'étaient pas faites pour nous, en fait. C'est pas vraiment du vrai foot. D'accord, ouais. Et si tu veux, c'était compliqué parce que, pour ceux qui ne savent pas, les règles, en fait, tu marquais l'équipe qui marquait un but. J'ai rien compris, moi. Okay. Ouais, l'équipe qui marquait un but pouvait éliminer un joueur de l'équipe d'en face. Ok, d'accord. Ouais. Déjà, c'est du 4-4. Donc c'est du 4-4 déjà, il n'y a pas de gardien et tout, donc déjà ça va pas. Il pouvait éliminer donc un joueur de l'équipe d'en face. Et ce qui était compliqué, c'est que moi je faisais 5 secondes sur le terrain parce qu'à chaque fois l'équipe d'en face m'éliminait, sachant parce que t'étais le plus fort. Parce que j'étais le plus dangereux, je pense. Et donc du coup j'ai très peu joué en fait. Ce que j'ai entendu là, carrément, c'est juste plein d'excuses. Un peu, ouais. En plus, vous étiez dans la même équipe Absolument, hier. ouais. Absolument. Vous êtes copains à la ville en fait. Vous êtes. C'est quoi votre lien en fait? Oh, on a le même père. déjà, c'est l'amour du ballon. L'amour du ballon. L'amour du ballon, l'amour du beau geste et du beau mot. Et c'est déjà pas mal pour se réunir. On dirait Oxmo Puccino. L'amour du beau geste et du beau mot. Tu fais partie des lecteurs du magazine SoFoot, j'imagine? Oui, bien sûr. Ouais, je suis un mec de l'ombre qui travaille beaucoup à ce que ce magazine ait enfin la reconnaissance qu'il lui doit. Magazine qui fête quand même, qui a fêté l'année dernière ses 10 ans. Avec difficulté. Avec difficulté, ça peut être évident. Du coup, ça fait 11 ans, ouais, maintenant. Quel est le regard, toi, que tu portes sur la longévité du magazine? Comment on fait pour tenir 10 ans, alors que tout le monde nous dit que la presse est en crise, le papier est en crise? C'est quoi la stratégie SoFoot? Nous, on a un avantage qui a été très vite mis en avant, c'est qu'on a été tout de suite élu meilleur magazine du monde. En fait, on a participé à une élection de meilleur magazine du monde, qui fait que tout de suite, on a pris une reconnaissance assez incroyable. Donc le magazine perdure grâce à sa qualité, je crois, en fait, avant tout. Non, après, il n'y a pas de secret, je sais pas, plus sérieusement, j'en sais rien. Les gens aiment bien le lire apparemment, donc on en vend. Quand on en vend, on paye des gens pour le faire et c'est super, et on est plein maintenant. Et ça continue, quoi. Ça fait 10 ans que ça dure. J'ai entendu parler de la règle des 3 H chez SoFoot. C'est humour, humain et histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette ligne éditoriale? Ça, c'est une espèce d'imposture, en fait. À force qu'on me demande quelle était la ligne éditoriale de SoFoot, on a inventé une espèce de concept de 3 H pour résumer le truc. Et qui, en fait, c'est juste que nous, on sait faire qu'un truc, c'est raconter des histoires, en fait. Donc on raconte des histoires de gens qu'on croise et qui se trouvent être soit des acteurs du monde du foot, soit des gens qui aiment le foot. Et voilà, donc après on a résumé ça avec les 3 H. Mais en fait, c'est Tu te reconnais dans cette 3 H, Thomas, ou pas du tout? Totalement. Parce que c'est ça qui est quand même marrant avec SoFoot et avec l'art en général, c'est que les gens en font vite des légendes. Alors que quand tu croises des mecs à l'intérieur, ils en ont juste rien à foutre et c'est des gens un peu normaux. Donc c'est ce qui fait que, entre guillemets, je m'entends bien avec des gens comme la plupart des journalistes de SoFoot parce qu'ils n'ont aucune prétention en fait, et je parle à des gens comme moi. Donc après, voilà quoi, les gens, comme on dit, dans 20 ans, il y aura carrément
Bellemare, Pierre Bellemare qui parlera de SoFoot en disant ces mecs-là c'était des dingues. Alors que c'est des pauvres types, certes, mais c'est pas des dingues. C'est des gens qui ont réussi simplement à se réunir, à faire des choses dans la bonne humeur. Du coup, le mag a tellement marché que vous avez décliné le concept au cinéma. Il y a SoFilm, il y a Pédale aussi, qui est un magazine consacré au cyclisme. Voilà. SoFilm, c'est quoi exactement? C'est quoi l'esprit? C'est pareil en fait. En gros, on s'est dit on va faire un encore plus près du mec. Là, voilà. Ouais, on s'est dit on va faire un magazine sur le cinéma qui parle du cinéma comme on parle de foot, c'est-à-dire sans trop se prendre au sérieux et qui raconte des histoires de cinéma. Donc voilà, on n'est pas sur l'actu du cinéma, on ne dit pas tel film est bon, tel film n'est pas bon, on n'est pas là pour distribuer des bons points. On raconte juste ce que c'est que le cinéma pour nous et l'envers du décor. Donc c'est de manière tout à fait humble, parce qu'on a conscience qu'on est très très fort. Donc en fait, on peut après faire preuve de beaucoup d'humilité. Tu lis SoFilm? Oui, je lis SoFilm. Si tu veux tout savoir, j'ai acheté le dernier numéro ce matin que je lisais dans le métro. Étant fan de Depardieu et particulièrement du duo qu'il a fait avec Pierre Richard, j'étais très curieux de lire les anecdotes croustillantes de Pierre Richard sur le tournage. Et je peux vous dire que je me suis régalé. Juste pour finir, je me suis régalé. Voilà. Il y a une interview de Pierre Richard dans le dernier SoFilm. Donc. Ouais, c'est un numéro 150 pages sur Depardieu. Et donc il y a tous les gens qui ont connu Depardieu, enfin tous les gens. Beaucoup de gens qui ont connu Depardieu qui témoignent. Donc il y a Pierre Richard, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani. Tout l'entourage de Depardieu. Et Depardieu qui s'étale sur 20 pages d'interviews assez surréalistes et très très bien. Il y a des trucs d'ailleurs qui ne sont pas dans le numéro, qui sont très bons, c'est quand il raconte ses discussions avec Poutine sur François Hollande. C'est pas mal, mais on n'a pas eu le droit de le mettre, c'est dommage. On le mettra dans un prochain numéro. J'imagine. Au niveau expérience sportive, est-ce que vous avez, plus jeune, caressé le rêve de devenir footballeur ou ce que tu sais pas, c'est que Thomas a failli être joueur de foot professionnel. On était à ça. Sérieusement, non, je suis sérieux. Non, mais on était à ça. Il y a des restes d'ailleurs. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a quand même des légendes sur ça et qu'il y a vraiment des journalistes qui m'ont dit vous avez loupé de peu votre carrière. Non, mais quand tu vois que Laurent Deutsch aurait failli être footballeur professionnel, pourquoi pas moi? Thomas Gijol, normalement, il est au-dessus. Non, moi je suis un très bon joueur de quartier. J'ai fini une année avec 36 buts dans mon quartier pour de vrai, on comptait les buts. Dont 2 bicyclettes. Il y avait un championnat dans ton quartier, c'était quoi comme quartier? Foot en salle, à Maison-Alfort, et j'ai fini avec 36 buts devant Jamel Mehavdia, et je peux te dire que c'est totalement vrai ce que je te raconte. Et que Jamel Mehavdia s'en souvient encore. Et que Jamel n'a toujours pas digéré. Je l'ai coiffé sur le poteau. J'étais attaquant, j'étais ce sort de mec un peu longiligne qui aime développer un football pour le public. Vous vous souvenez de ce poste goal volant? Évidemment, qui a été popularisé par Ed Warner dans Olivier Tom dans les années 90. Exactement. Et toi, tu jouais à quel poste plus jeune? Numéro 10. Numéro 10. J'ai toujours été meneur de jeu. Ok. Je sais pas pourquoi, sans doute une espèce de talent. Un esprit de leader. Un esprit de leader. Non, numéro 10 et numéro 9 à la fin de ma jeune carrière de footballeur, quand je pouvais plus beaucoup courir. Ok. Et plus jeune, c'était qui vos idoles dans le foot, en équipe de France ou même en général? Georges Bourruchaga. C'est vrai? Non, ne rigole pas. Oui, c'est vrai, fait le FC Nantes, parce qu'il faut savoir que Franck est de Nantes. On m'a dit que tu étais supporter de Nantes. Donc forcément, Georges Bourruchaga, moi, j'aime les joueurs classe, quoi. Les joueurs comme Dennis Bergkamp, ça a été pour moi une grande inspiration. Puis bon, en tant que Parisien, des mecs comme David Ginola. On trouve des trucs de Bergkamp dans ton jeu. Oui, dans ma façon de caresser le ballon. Georges Weah, David Ginola, et puis j'en passais des meilleurs. Donc toi, tu es supporter de Paris et tu es supporter de Nantes. Comment ça se passe? Vous regardez des matchs ensemble? Vous vous clashez? On n'a pas lié souvent de se clasher. Depuis la finale de Coupe de France avec 95, oui, et puis celle surtout avec José Touré. On n'a pas eu, on n'a pas l'occasion de se clasher. Paris et Nantes, c'est une histoire commune. C'est de belles histoires. C'est surtout devenu deux mondes très différents. En fait. Ouais, surtout. Justement, on va se mentir. Quel regard vous portez sur l'évolution du club, sur l'évolution du PSG? Moi, en tant que supporter et né parisien, parce que je suis quand même un pur produit de Paris, né dans le 12e, très bien, c'est bien. Et de manière, dans le football actuel, on va pas se faire de film. C'est les plus puissants qui gagnent, enfin ceux qui ont le plus de moyens. Donc Paris a pris les rails et je pense que justement ça se passe plutôt bien. On est un petit peu pressé parce qu'on croit que tout va arriver tout de suite, parce que ça reste quand même du football. Donc il y a des joueurs
le temps que la mayonnaise prenne, ça va prendre un peu de temps, mais c'est bien. Moi, je suis content de voir cette évolution. Il y a quand même beaucoup de supporters nouveaux, c'est ça qui est un peu bizarre. Oui, ça c'est le seul truc gênant. C'est l'effet de mode. C'est la tribune, VIP du Parc des Princes, c'est pas joli. Hein. Non, c'est très moche. C'est Hipsterland, c'est ça? Oh non, si c'était que des gens barbus, ça sera pas grave. Et puis je veux dire, les Qataris, ça les arrangera bien, on va pas se mentir. mais par rapport à... Non, bon, il y a... Voilà quoi, C'était mieux avant le parc ou pas? Moi je n'étais pas en VIP avant. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ignorent l'existence de Jean-Philippe Séchet par exemple, je pense, dans la tribune VIP et c'est un peu dommage. Et à Nantes ça se passe comment? À Nantes c'est devenu vraiment horrible. Ah. C'est devenu très très dur depuis que Monsieur Kita a pris le club. Monsieur Kita, si tu m'entends, je te demande de démissionner tout de suite. Vladimir. Ce n'est plus possible, Vladimir, il faut abandonner ce club maintenant, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Non, c'était un super club, le FC Nantes. Et puis un beau jour, c'est devenu un club en difficulté financière. Et Pascal Pro est arrivé. Et Pascal Pro est arrivé, et là ça a été le bordel. Pauvre Pascal Pro, mais Vladimir Kita et sa troupe, et en l'occurrence Pascal Pro au début, effectivement, ont fait de ce club un truc vraiment horrible. C'est très difficile. Je ne supporte même plus le FC Nantes aujourd'hui. Alors que j'ai été peut-être son plus fidèle supporter jusqu'en... T'as chialé pour le FC Nantes Atlantique? Jusqu'en 2002. T'as chialé? J'ai chialé, mais une paire de fois. C'est que le samedi soir, je refusais de sortir. J'écoutais les matchs à la radio. Non, mais vous n'avez pas conscience qu'un mec qui a chialé pour un club, c'est là qu'on touche à un vrai truc. Parce que quand on n'a pas pleuré pour un club, on n'est pas supporter du club. J'ai été voir des Nantes du Club de Prague. En match amical. Il faisait moins 10, j'avais de la neige sur les pieds. J'avais 10 ans, mon père, je pleurais tellement parce que j'avais froid que mon père il me gavait de sucre pour me redonner de l'énergie et il me faisait courir dans les travées de la Beaujoire entre les deux chiottes des tribunes Jules Verne. Je faisais des sprints pour me réchauffer. Là, on a affaire à des supporters. Ça c'est l'amour d'un club. Donc toi, ton histoire de supporter, elle vient du fait que tu sois né à Paris. Et puis toi, c'est une transmission paternelle. Non, en fait, moi, toute ma famille vient de Nantes. Okay. Donc moi, j'ai été élevé au FC Nantes tout petit. Et dans le stade quasiment. Je suis né à Bourges, ce qui est dans le milieu de la France, pour ceux qui ne voient pas où c'est. J'ai vécu 3 ans là-bas et après je suis parti en Bretagne, à Rennes. Et mes grands-parents habitaient à Nantes, donc je faisais les allers-retours sans arrêt. Rennes-Nantes. Et mes 2 parents sont nés à Nantes. Et mes 2 parents aujourd'hui vivent à Nantes. Donc voilà, j'ai toujours été baigné par tu continues quand même à suivre le parcours des Nantais Plus trop, parce que je pose une vive résistance à Monsieur Kita. Je me suis porté acquéreur du club en 2005. En 2005. Et... j'ai pas pu racheter le club malheureusement. Mais c'est quoi spécifiquement qui t'écœure maintenant au sein de ce club? Non, mais le FC Nantes c'était un esprit, c'était une formation. C'était Coco Ciodo, c'était Arribas, c'était des mecs qui avaient mis la formation vraiment au centre du dispositif. Donc la jeunesse. Et la jeunesse au centre du dispositif et du développement nantais. Et aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu un club qui est uniquement dans la survie. Et qui fait des investissements complètement idiots, mais même pas complètement idiots comme dans les années 80 où c'était assez drôle parce qu'ils achetaient des Argentins n'importe comment, etc. Mais il y avait quand même un côté un petit peu marrant là-dedans. Mais un peu de folie quoi. Ouais, il y avait un peu de folie. C'était toujours les jeunes finalement qui reprenaient le flambeau et c'était super. Il y avait un vrai esprit, un vrai jeu à la nantaise. Ça existait le jeu à la nantaise. Aujourd'hui, le jeu à la nantaise, c'est n'importe quoi. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour un match? Et toi aussi, Thomas, parce que tu as dit, c'est comme ça qu'on voit. La dernière fois que j'ai pleuré pour un match. La dernière fois que vous avez pleuré pour un match. Non, ça doit être un match du FC Nantes, mais ça doit être. Ah si, finale de Coupe de France. Finale de Coupe de France quand le FC Nantes se fait sortir. Quand j'ai eu vraiment très mal quand Jean-Louis Lima s'est fait sortir, s'est fait expulser en finale de Coupe de France contre le PSG. Souviens-toi, après avoir défoncé Colter. Colter qui a mis taquet sur taquet pendant tout le match. C'était pas Carambeu qui s'était fait expulser? C'est pas la même finale? Si, c'est la même finale. Carambeu se fait expulser. Deux joueurs nantais se font expulser. Jean-Louis Lima rentre en jeu après avoir discuté avec Coco Ciodo. Il rentre en jeu, il rentre sur le terrain. Il regarde même pas le ballon, il touche même pas le ballon. Il fonce. il met un coup de latte à Colter extraordinaire. Et après, il enlève ses protèges tibia et il sort. Et puis t'as pleuré? Ah, c'était triste, c'était humiliant. En même temps, c'était beau, j'étais fier de lui. Je me suis dit, le mec, il allait venger ses potes. Sa carrière, c'est fini là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais entendu parler de Jean-Louis Lima après ça.
Un mec qui était porteur d'espoir. C'est un joueur emblématique. Pour toi, c'est qui vos joueurs Non, c'est pas un joueur emblématique, mais c'est un joueur qui était passé par le Matra Racing, qui avait une époque, à un moment donné, il était passé par Laval aussi. Il a été formé à Laval et après il était passé au Matra Racing et c'était un joueur où on se disait, il y a quelque chose. Moi, le FC Nantes le récupère, le mec se sacrifie et sa carrière se termine. C'est magnifique. Moi, c'est pour toutes ces choses que j'aime le football. Mais je ne me rappelle plus de la dernière fois où j'ai pleuré. Mais je tiens à rectifier une petite chose que tu as dit tout à l'heure. Parce que je ne suis pas supporter de Paris parce que je suis né à Paris. Je suis né certes à Paris et j'ai toujours supporté le PSG, mais j'ai vraiment souffert. J'ai chialé, je me suis battu. Et j'ai failli me faire. C'était pas trop à la mode d'être parisien. Voilà. Et j'ai quand même failli me faire casser la gueule par des skinheads. Donc à un moment donné, j'ai quand même le droit d'être survalidé d'avoir en VIP au parc. S'il y a bien quelqu'un qui a le droit aujourd'hui, c'est moi. Donc quand je vois la moitié des mecs qui sont là à se lever quand Paris marque, j'ai envie de leur dire, quand il y avait les skinheads qui étaient prêts à péter la gueule de ce petit noir de 9 ans, vous étiez où? Justement, le côté un peu plus sécurisé du parc, c'est devenu un peu un lieu, on disait tout à l'heure hipster, mais même un lieu familial, de sortie familiale. Est-ce que ça te plaît, toi, en tant que supporter, que ce soit un peu plus sécurisé? Bien sûr, mais comme tu l'as dit, un peu plus. Moi, j'ai mes rêves de parano. Déjà, je suis noir et en plus, j'ai un passif houleux au parc. Et à l'époque, il faut savoir qu'au parc, quand tu partais 10 minutes avant la fin du match, et tu courais pour éviter la tribune Boulogne, en fait, parce que si tu tombais dessus, c'était la castagne. Donc non, je suis pas prêt à y aller encore en famille en fait. La vraie vérité, c'est que j'y vais tranquillement quand je suis seul, parce que moi j'ai mes 2 bras et mes 2 jambes pour en cas de problème, mais y aller avec les enfants, pas encore. Je suis allé une fois en fait avec mon neveu et ma nièce, mais je peux vous dire que j'étais un tigre. Mais c'est juste les mauvais souvenirs en fait. C'est les traumatismes. Ouais. Ah oui, je suis totalement traumatisé, comme je l'ai dit. Moi, je vais voir un psy, j'ai aucune honte à le dire, mais oui, non, j'ai des traumatismes. J'arrive jamais à savoir si tu es sérieux ou si tu. C'est ma grande force comique. Et peuvent peu de gens peuvent la. Voilà, exactement. Il y a les comiques qui braillent et il y a les comiques subtils. Et un bon souvenir alors de stade, un bon souvenir de. J'en ai tellement, putain. Mais mon plus beau souvenir, c'est pas le Parc des Princes. C'est au stade de Maison-Alfort de la Jama, qui était mon club d'enfance. Et c'est la première fois que mon père vient me voir jouer au foot, parce que mon père méprisait totalement ma carrière footballistique. À tort. À tort. Et le jour où il vient me voir, on joue contre Ivry. Il nous manque un joueur. C'est terrible. Et là, ton père rentre sur le terrain. Non mais attends, c'est terrible. L'histoire est extraordinaire parce qu'on joue le titre. On joue le titre, il nous manque un joueur. C'était un club de banlieue, bon c'est terrible. Et là on joue à 11 contre 10 pendant tout le match. Et à un moment donné, je prends les choses en main. Du milieu de terrain, je fais un truc... Non, pas du milieu de terrain. On me fait une passe en retrait à l'entrée de la surface. Je suis droitier, je mets une frappe du gauche en lucarne. C'est incroyable de voir un stade de banlieue minable en pierre vibrer comme si on était au Camp Nou. Et là, sur ça, pris d'une joie absolue, et voyant un peu mon père qui esquisse un sourire, je décide de prendre la balle du milieu de terrain et je dribble toute l'équipe. Et là, je peux vous dire que j'ai jamais eu un orgasme pareil en football. Là, j'étais à mon paroxysme. J'avais 15-16 ans. J'ai jamais reconnu une telle joie dans aucun stade de foot. Et j'ai fait des matchs importants. J'ai vu la bicyclette d'Mboma au Stade de France contre l'équipe de France. En tant que Camerounais, je peux dire que ça fait quelque chose. J'ai vu des matchs extraordinaires du PSG, mais j'ai vécu un truc de l'intérieur que jamais je pourrais vivre. Le fait d'être vraiment sur le terrain, du coup, tu t'es passé de l'autre côté. Mais en même temps, je me voyais, parce que je suis quand même un peu égocentrique. Je suis quand même sorti, il y a une partie de moi qui m'observait et qui trouvait ça beau. Voilà. On va revenir rapidement sur le PSG. Tout à l'heure, je vous demandais donc l'évolution du club. Le bilan en tant que supporter et en tant que journaliste sportif, le bilan du PSG cette saison, il est bon? Bon, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Après, ils se sont fait sortir en Ligue des Champions contre une équipe qui était plus intelligente. Est-ce qu'ils étaient prêts à aller plus loin dans la compétition ou pas? Je pense qu'eux, ils devaient se sentir prêts, ouais. Mais après ils n'étaient pas tout seuls. Je pense que Franck a tout dit, dans le sens où une équipe était juste plus intelligente que... Le foot, c'est pas que de l'argent et de la qualité physique, c'est aussi un peu de jus de crâne, quoi. Et voilà. Du mental ou plus de la... Du mental et de l'intelligence tactique. Ouais. Je pense que Chelsea, ce qu'ils avaient en plus, c'était de l'intelligence tactique. Et ils n'avaient pas le même mec sur le banc, quoi. Voilà, et puis il y avait aussi... je pense que Paris, en fait, est éliminé au match aller quand Pastore met son 3e but. Ouais. Ouais. Là, il y a un emballement en début de branlette qui a commencé. Alors qu'ils auraient gagné humblement demain, ils auraient fait un match de guerrier là-bas.
Et puis il n'y aurait pas eu cette frustration en éliminant. Parce que je pense qu'on serait quand même éliminé. C'est à des trucs comme ça qu'on voit que Thomas fréquente un psy. Mais oui, voilà. ouais. Mais je pense que quand Pastore gagne, c'est le début des emmerdes. Marc, pardon, c'est le début des emmerdes pour nous. Voilà. C'est un peu le chat noir de Paris alors? Non, pas du tout. Ah, des conneries, Pastore, c'est un joueur frisson. Je demande. Ravière, c'est ce genre de joueur qui... Vous savez, moi je suis fan de Dennis Bergkamp par exemple. Dennis Bergkamp, il a été minable à l'Inter de Milan. Parce qu'il est tombé face à une équipe de mecs qui savaient que faucher. Et Pastore, il est tombé face à une équipe de mecs qui ne le comprend pas. Et ça reste... Mais... À un moment donné, quand on fait des gestes comme Pastore, c'est un grand joueur. Oui, il est arrivé au début de l'ère Qatari. C'était un peu le sauveur de l'équipe. Il a eu son moment de grâce et puis il est retombé un peu... Il faut se rappeler la Coupe du Monde 2010 quand il rentre sur le terrain. Il rentre un quart d'heure. Ouais, 2012. 2010. Il a fait 2010, Pastore? Bien sûr, avec l'Argentine. Il rentre sur le terrain, tu vois tout de suite que c'est un joueur frisson. C'est un mec, premier touché de balle. Moi, je me souviens, j'ai regardé le match avec Stéphane Régis. Les gens connaissent peu Stéphane Régis, qui est un mec assez incroyable. Assez brillant. Qui est peut-être l'un des mecs les plus brillants qu'on connaisse. Bien sûr. Qui est Stéphane Régis? C'est le rédacteur en chef de SoFoot. D'accord. On était avec Stéphane. Ravière rentre sur le terrain. J'ai regardé Stéphane. J'ai dit, je veux cet homme. À Nantes? Dans SoFoot. Dans SoFoot. À Nantes, on verra plus tard. À Nantes, on a encore un peu le temps. Il y a peu de joueurs encore frissons, il n'y en a plus beaucoup. On a déjà du mal à on garder les brime maintenant, les joueurs frissons. Maintenant, et on a un jeu stéréotypé, mais les joueurs frissons, les Schneider, les vrais frissonneurs, quoi, ceux qui arrivent et qui ont un espèce de... Pour vous dire à quel point les joueurs frissons n'existent plus, regardez le football africain, qui était quand même un des gros producteurs des joueurs frissons. Évidemment. Vrai, ouais. Avec un niveau de déchet à 80%, malheureusement. Parce qu'on frissonnait quand même à côté de la plaque, mais il y avait quand même des mecs frissons comme... Est-ce qu'un joueur comme JJ Okocha existe aujourd'hui? Eh ben non, malheureusement. C'est pour vous dire à quel point le football africain, c'est aussi un peu... est rentré dans les rangs d'une espèce de logique qui s'installe comme ça au fur et à mesure du football. Et il n'y a plus beaucoup de joueurs frissons. Je vous sens un peu désabusé. Pas du tout. Non. Ah non, moi j'aime le ballon, j'aime les jeunes. Je suis vraiment... D'ailleurs, t'aimes les jeunes avant d'aimer le ballon. Avant tout. Avant tout, c'est important. Non, je ne suis pas du tout désabusé, mais c'est vrai que la folie du football existe de moins en moins parce que beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, grosse responsabilité. Regardez, on parle du PSG, un joueur comme Lucas Digne, qui est un excellent latéral. Il est arrivé à Paris, il joue la sécu. Il n'a pas envie de prendre des risques parce qu'il sait que s'il essaye de faire un football fantasy, un football folie, et ben Laurent Blanc il va dire Coco, regarde là-bas, là, tu vois les miens. Il aime pas quand tu fais tes conneries là. T'as pas encore ton statut de star. Alors tu calmes tout de suite tes conneries de Lillois, tu fais le boulot sobrement. Alors qu'il a le feu dans les jambes. On le voit tout de suite, Lucas, c'est un taré. Tu vois, il a ce truc en lui. Mais maintenant on joue, c'est carré quoi. Donc, justement, tu parlais de Laurent Blanc. Est-ce qu'il a toujours, il a re-signé, hein. Est-ce qu'il est toujours aussi légitime? Bien sûr. Puis il faut un Français au bout d'un moment aussi. C'est quand même bien que quand même on est à Paris, il y a quand même une petite empreinte locale, même si c'est pas un Parisien entre guillemets. Laurent Blanc, c'est un Français. Il y a quand même... C'est un quoi? Bien sûr, ça se voit. C'est possible, c'est possible. C'est sûr. C'est possible. C'est sûr, et rien que pour ça, il mérite un peu de respect. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous pensez du coup c'est tombé, on en a parlé toute la semaine et ça vient de tomber aujourd'hui. Que pensez-vous du fair play financier justement qui risque de toucher le Paris Saint-Germain et d'autres clubs C'est bien, ça va favoriser le FC Nantes. Mais je suis tout à fait pour qu'il y ait des mecs qui soient formés au club dans l'équipe, c'est parfait. Après, tant pis, si ça va obliger les clubs à développer leur centre de formation, c'est pas plus mal. Ouais. C'est même une bonne nouvelle pour Paris. Hein. Oui. Parce que Paris ne va pas pouvoir vivre sans arrêt au-dessus de ses moyens. Donc même s'ils ont des moyens illimités, il y a un moment donné, ça va coincer. L'émir, effectivement, il va commencer à en avoir marre de 45 millions pour Lucas Moura. Non mais comme on dit, c'est pas du jeu aussi, quoi. C'est voilà. Un peu normal qu'il y ait un peu, ça reste du sport. Qu'il y ait une régulation, qu'on mette un peu les choses à plat. C'est comme quand on joue au football plus jeune et puis chacun choisissait un joueur, chacun son tour. Ça s'appelait le fair play tout court. Si maintenant il y avait un mec qui était susceptible de prendre dès le premier coup 4 mecs et il prenait les 4 meilleurs, c'était pas possible. Donc le fair play financier, je pense, c'est une bonne chose dans le cadre de ceux qui aiment vraiment le football. C'est une très belle comparaison. Ouais, voilà.
Tout à fait. Je reviens toujours aux bases, moi. Mais c'est ça, c'est important. Moi, j'étais tout le temps choisi à la fin, en fait. Donc, Pardon? Tu t'es posé des questions une fois Je me suis posé des Tu joues questions. au football? Et alors? Non, dans tous les sports. Ah, dans tous les d'accord. sports, d'accord. Ouais. Et quels sont tes sports préférés? Pour jouer, tu veux dire, ou Ouais. le volley? Le volley. Le volley. Tu sais que je suis Mais champion j'étais choisi au début au Je suis volley. champion départemental, je tiens à le dire, de volley. De volleyball? Ouais. Mais tu étais un grand joueur de volley. Très grand joueur. J'ai joué avec mon école à Jules Ferry. On a été champion départemental. On a fait les championnats d'Île-de-France qu'on a perdu en finale. Non, Injustement. Injustement. Volley parce qu'on a une équipe qui fraudait le bus et tout. Les gens n'aimaient pas ça. Voilà. On gênait. Qu'est-ce que vous attendez du PSG la saison prochaine? L'attendu. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut prédire? Du beau temps. Moi, j'aime beaucoup quand on joue par soleil. Donc, je leur souhaite beaucoup de beau temps. Ça joue ou pas sur le moral? Ça joue sur le moral. Je peux te dire que ce matin, quand j'ai vu qu'il pleuvait, j'ai failli pas venir. Hein. Ah ouais? T'étais à 2 doigts de pas m'avoir. Ah ouais? Ah ouais, moi ça joue beaucoup sur mon moral. Donc, moi, disons que ce que je peux souhaiter au PSG, c'est. Bon, allez, je vais être très méchant, mais qu'ils jouent bien au football. Parce que pour le moment, on va pas être méchant. On va pas mentir, ils jouent pas bien au football. Ils ont des stars, mais je sais pas en fait c'est quoi en fait le jeu du PSG. Je sais quel est le jeu des 3 milieux défensifs, de Matuidi, Thiago et Verratti. Mais après, je sais pas, après c'est un mystère. On va pas me dire que Cavani il a compris à quoi il servait cette année. Zlatan, quand il décide de changer les choses, il décide de lui-même. L'avait dit, il a beaucoup couru, mais quand on fait le ratio course et football, on lui dit écoute, peut-être que tu devrais faire le marathon de New York. Donc à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. On n'a pas une équipe qui joue bien au football, donc on ne pouvait vraiment pas prétendre à aller au bout d'une Ligue des Champions. Quand on voit qu'il y a les 2 équipes en finale, il n'y a pas photo. C'est beau. Donc maintenant, ça joue vraiment au foot. Voilà, donc il faut maintenant qu'on apprenne vraiment, on a des joueurs, il faut qu'on apprenne à jouer au foot. Et on rêve de qui alors à Paris la saison prochaine? Pogba, Eden Hazard? Moi je rêve de beau football. Et le beau football, quand on voit l'Atlético, c'est pas simplement que des noms, c'est des mecs qui comprennent le football. Donc là maintenant on a les moyens, sincèrement au niveau des noms, j'en ai plus rien à on a été chercher des Lucas Moura qui sont capables de dribbler 10 joueurs et qui à la fin peuvent faire un caca. Donc maintenant, il faut des bons joueurs. Mais il est bon, hein, Lucas. Hein, moi, j'aime bien. Hein. Il commence à comprendre. Mais comme tous les Brésiliens, il a besoin d'aller un petit peu à Bastille, au café brésilien, boire des... Au Tropicalia. Au Tropicalia, voilà, 2-3 gonzesses. Et puis à un moment, il dit arrête, merde, joue au football. Je pense qu'il va commencer à jouer au football cette année. Un mot sur la finale de l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Un pronostic? Une boucherie. Une boucherie? Non, c'est une réplique de Rocky 3. C'est okay. Clubber, qui est Clubberland, Mr. T, à qui on lui dit un pronostic et lui dit une boucherie. Mais non, plus sérieusement. Une très bonne réplique de Fast Life d'ailleurs. Aussi, voilà, une boucherie. On va en parler d'ailleurs. Voilà. Non, pronostic, écoutez, c'est un peu la finale de la Coupe du Roi. Donc en Espagne, on n'est jamais sûr de rien parce que c'est vraiment des 2 belles équipes. Je ne saurais pas quoi dire, sincèrement. Moi, j'aimerais bien que Benzema il marque. Je suis assez supporter de Benzema en fait. Tout le monde le déteste. Et moi, je trouve que c'est un joueur intelligent. Ah bah oui. C'est pas un joueur ultra efficace, mais c'est un joueur très intelligent. Il est très altruiste. Ouais, il bouge bien, il se déplace bien, il court beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour l'équipe. Et je trouve que techniquement, il est très impressionnant. Et j'aime bien ce genre de joueur où dès qu'il prend le ballon, tu sens qu'il y a du danger. Tu sais, tu as de petits trucs qui te parcourent, la petite électricité. Il prend le ballon, tu te dis, il va se passer quelque chose. Bah, il est intelligent et ça, j'aime sur bien. le terrain. C'est pas du tout un joueur bête. Voilà. C'est un mec il réfléchit, quoi. Il voit les choses avant les autres. Comme Denis Bergkamp. Exactement. Denis. Ah, Denis. C'était un des plus grands. Voilà, je préfère pas parler de douleur parce qu'au niveau du palmarès, il n'est pas dans l'histoire du foot. Non, mais c'est un mec, s'il n'avait pas eu peur de prendre l'avion, il serait... Exactement. Quand on parle de légende, un joueur qui refuse de prendre l'avion. Il y a d'autres joueurs comme ça Non, il y a Mr. T dans l'agence touristique. Ouais. Mais qu'on endormait. Voilà, par des techniques de piqûre. À chaque fois, Futé. C'était Futé qui l'avait à chaque fois, quasiment. Futé, pendant que Looping lui faisait une blague. Futé arrivait par derrière, lui piquait. Voilà. Bon, bref, on va pas... Vous avez peut-être, Franck, Thomas, des anecdotes de superstition de joueurs ou de... En tant que joueur? Non, soit si vous aviez des superstitions. Non, moi je me souviens que... attends, c'était Jean-Claude Ciodo, je crois, une fois, qui avait dit que quand tu achetais une nouvelle paire de chaussures, et donc là ça concerne directement les nouveaux acheteurs de chaussures Nike, par exemple, il fallait prendre un bain avec.
Pourquoi? Pour les détendre? Je sais pas, alors là, il n'est pas allé plus loin. Jean-Claude Ciodo, c'était un homme de peu de mots, hein, donc tu suivais son conseil et c'était tout. Pose pas de donc questions. moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle paire de chaussures, je prends un bain avec. Et par exemple, ce qui s'est passé hier, et je pense que c'est quelque chose, et dans le vestiaire, je l'ai dit. C'est donc la cause de votre défaite? Thomas est témoin, dans le vestiaire, quand j'ai enfilé les chaussures hier, j'ai dit on me fait jouer avec des chaussures neuves sans que j'ai pris un bain avec, ça va pas bien se passer. Voilà, et la suite de l'histoire, on la connaît. Voilà. Donc, voilà. Coco Ciodo, si tu m'entends, à l'heure qu'il est, il doit être en train de jardiner. Je peux dire que Coco Ciodo, voilà, c'était pas une superstition, mais c'était un très bon conseil de Jean-Claude Ciodo, qui a été le plus grand entraîneur du football mondial. C'est vrai. Tu parlais tout à l'heure du Cameroun, de tes origines camerounaises. Tu as suivi un peu le parcours de qualification de l'équipe pour le mondial Oui, je l'ai suivi, mais bon, c'était un peu compliqué. C'était chaotique. On a été repêchés quand même. Faut être humble avec. Si le Togo n'avait pas fait jouer un joueur qui avait pris un carton rouge, on aurait passé un bon été sur les plages de Kribi, des très belles plages du Cameroun. Donc non, c'était chaotique. On a quand même reconnu l'esprit des Lions indomptables sur la dernière ligne droite, qui quand même ont eu cette chance d'être repêchés, donc qui ont été faire ce match de barrage avec le cœur contre une belle équipe de la Tunisie. Voilà, C'est dans le vrai, de Roger. Et donc on a fait un bon résultat là-bas et puis on les a complètement éclaté la gueule à Yaoundé. Donc non, je pense que le Cameroun a toujours ce cœur, Maintenant, footballistiquement parlant, on va pas se mentir, on n'est pas ce qu'on a été. Mais il y a Samuel. Le retour de Samuel, les déclarations, c'est fils. Samuel, c'est Samuel. Il y a l'équipe et il y a fils. Ouais. Et ton fils, là, c'est de l'ordre de la légende, ça aussi. Faut le vivre pour comprendre. Mais en tout cas, je suis content qu'en Coupe du Monde, on soit dans la poule du Brésil, de la Croatie et du Mexique. C'est pas le... Ouais. Mais on est en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'au moins, on a 3 matchs de gala minimum. Et voilà, au moins, j'aurais plaisir à regarder ces 3 matchs. Et en espérant qu'ils se battent. Et puis si on est éliminé, c'est pas très grave. Alors que, par exemple, notre côté français fait que là, quand je vois la poule de la France, je suis très dégoûté parce qu'il y a un devoir de absolument gagner. Et c'est pas la Coupe du Monde pour moi, ça. C'est-à-dire qu'ils ont du spectacle quand même. C'est pas le spectacle, c'est qu'ils ont une poule un peu merdique au niveau du prestige. Une poule piège. Et s'ils sont éliminés, ça va être vraiment des cacas, quoi. C'est vraiment, on va dire, la honte. Et ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est sortir de cette poule et commencer la Coupe du Monde. Et c'est vraiment chiant, quoi. J'aurais aimé qu'il y ait au moins une équipe qui nous fasse vibrer. Là, le match fait vibrer, c'est contre la Suisse. Excusez-moi, mais bon. Shaqiri, je l'adore, hein, mais j'en ai un peu rien à foutre. Voilà. Non, mais c'est vrai que l'équipe suisse, on s'en fout, en fait. Ça donne aucun... Voilà, c'est quand même... Vous nous rappelez juste le groupe de la France Suisse, Honduras, Équateur. Voilà. Ouais, et là où c'est piège, c'est que Honduras, Équateur, ils sont chez eux quasiment. Enfin, j'exagère. Oui. Mais il n'y a jamais aucune équipe européenne qui allait loin dans une Coupe du Monde, en Amérique latine, qui a gagné en tout cas. Et c'est peut-être pas un hasard. Mais ceci dit, la France, c'est une équipe extraordinaire. Franchement, si la France, Deschamps met le bon 11, on a quand tu vois qui, toi, en numéro 11, justement on a de l'allure. Moi, mon 11, c'est Benzema en pointe, Berry à gauche, Griezmann à droite, pour amener ce football folie. Au milieu, Matuidi, Pogba et Cabaye. Derrière, Debuchy, Sakho, Varane et à gauche, Evra et Loris. Et avec ce 11-là, je pense qu'on peut quand même prétendre à des belles choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Francky, de mon 11. Moi, il manque Nasri pour moi. Nasri, je ne le fais pas entrer tout de suite. Mais il est dans l'effectif. Hein. Je déteste l'homme. Enfin, je déteste l'homme. L'homme ne m'intéresse pas beaucoup plus que ça. J'adore le joueur. Je trouve que c'est un joueur brillant et on lui rend pas assez hommage. Et il a été injustement brocardé après avoir tarté un journaliste de l'AFP qu'il méritait sûrement. On prend pas de coups immérités. Donc voilà, non, je trouve que les médias sont très sévères avec Samir Nasri. Un mot justement qui est un très grand joueur. Sur le traitement que les médias ont réservé à l'équipe de France, à certains joueurs du PSG. Est-ce que certains journalistes s'emballent un peu en faisant des unes constamment sur les déclarations ou les sorties de certains joueurs? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu à un moment? Là, tu veux parler du côté un peu, on va dire, pipolisation de la presse sportive. Bon, ça c'est un syndrome qui a touché l'équipe il y a quelques temps
avec l'arrivée de gens qui venaient du Bild, voilà, s'il n'y avait pas eu cette pipolisation, je pense que Nicolas Anelka jouerait toujours au football, vraiment. Et ça, on s'en porterait pas plus mal. Non, mais l'un des grands problèmes, tout simplement, l'un des grands problèmes, c'est que les jeunes, les joueurs sont donc de nouvelle génération et que les journalistes sont de même génération. Donc comment voulez-vous qu'il y ait un choc des... Voilà, c'est tout. Il y a un choc entre les deux. Oui, à chaque fois, c'était... Les sous-textes sont toujours très violents quand on commence à parler. Quand on fait le procès de Samir Nasri, on ne fait pas simplement que le procès de Samir Nasri. On sait très bien. C'est plus un procès de la jeunesse. Oui, il y a une espèce de truc un peu conservateur dans la presse sportive, avec des journalistes qui sont souvent un petit peu effectivement d'une génération de nos parents, avec la mentalité de nos arrière-grands-parents. Donc c'est parfois un peu compliqué. Il y a un côté c'est pas bien, les jeunes ils représentent pas ce qu'il faudrait pour l'éducation, etc. Comme si les footballeurs devaient être les porte-drapeaux en fait d'une génération. À partir du moment où on commence à parler surtout comme s'ils devaient être nos éducateurs. Enfin, je veux dire, moi j'ai une petite fille, elle a 7 ans. Je lui dis pas l'exemple et la personne qu'il faut absolument que tu suives, c'est un footballeur. Elle aime bien le football et je lui explique ce que c'est que le football. Et le football, c'est le football. C'est pas l'école. Et elle respecte beaucoup plus Madame Lescop, sa maîtresse, que des joueurs pour faire son éducation. Ah oui. Donc voilà, les jeunes ont des parents et des instituteurs et c'est eux qui font l'éducation, c'est pas les footballeurs. Non. Donc on n'a pas demandé à des footballeurs de faire l'éducation de nos enfants. C'est un problème quand même récurrent dans notre société. On demande toujours aux footballeurs d'être irréprochables pour faire l'éducation de nos enfants. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour jouer au foot. On demande à des mecs d'être irréprochables alors qu'ils donnent leur corps. C'est un effort physique le football. Hein. Et que certains sont des baisers. Voilà, et que certains on parlait de Samuel Eto'o est un baiser. Il paraît, la légende le veut en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'est des mecs, c'est un effort physique le football. Donc on va pas demander à des mecs d'être lucides alors qu'ils courent 90 minutes après un ballon, de quand il y a des chocs entre hommes, entre guillemets, d'être extrêmement poli, sachant que voilà. Ça n'existe pas même en caisse, on peut rencontrer le même genre de problème. Voilà, il y a une pression, il y a tout un tas de choses. Donc comme le disait Franck, je vais pas redire ce qu'il a dit, mais bon. Est-ce que dans le monde du cinéma, justement, il y a le fossé dont tu parlais, il existe entre les générations? Est-ce qu'il a besoin d'être dépoussiéré aussi, la presse spécialisée, mais aussi les institutions et les gens qui font le cinéma français, par exemple? C'est possible. Après, je veux pas trop, m'étendre sur le sujet, dans le sens où je ne me considère pas comme... je fais du cinéma, j'ai la chance d'en faire, mais je suis pas sûr d'être un acteur essentiel du paysage cinématographique français. J'ai la chance d'en faire. Moi, je me considère un peu plus comme un homme de scène parce que je viens du One Man Show, donc j'ai l'opportunité d'en faire. Voilà, après, je pense que la seule chose que je peux regretter, c'est un peu la classification, des fois en cinéma, où tu as un peu les comiques, les auteurs, tout ça, alors que quand on se connaît en fait dans la vie, on se rend compte qu'on est des êtres à part entière qui communiquent normalement, qui rigolons. Après, voilà, c'est simplement qu'il y a des petites chasses gardées, c'est juste ça qui est un peu dommage. Voilà, mais sinon... Oui, je pense que le cinéma français est un peu à l'image de la société française. Il y a beaucoup de choses encore à travailler, mais bon, le fait que des gens comme moi fassent des films est aussi une preuve de mieux, je pense. Ta collaboration avec Fabrice Eboué, vous avez fait 2 films ensemble. Oui. Elle continue. Est-ce qu'on peut s'attendre à un 3e volet ou est-ce que tu veux passer à autre chose? Moi, j'ai un film justement qui va sortir. Tu passes derrière la caméra du coup, de l'autre côté. Ouais, je repasse, on va dire, parce que sur Case Départ, j'avais co-réalisé. Donc là, je le fais vraiment tout seul pour le coup. Et oui, c'est un film qui s'appelle Fast Life qui va sortir en... nous en parler un petit peu, nous pitcher, parce que Fast Life, c'est une expression bien dans l'air du temps, la vie rapide. Ouais. C'est un truc que tout le monde dit, c'est même un hashtag hyper utilisé. C'est ce qui m'a inspiré. Je voulais le mettre en français au début, mais je pense pas que beaucoup de gens auraient compris la blague. Vie rapide? Ouais, je voulais mettre vie rapide, parce que ça me faisait rire, mais je crois que ça aurait fait rire que moi. Donc j'ai choisi la sécu. Mais non, c'est justement parler un peu de cette jeunesse, de ces footballeurs, de ces exemples.
Bah, à la limite, ça parle un peu de ça. Ça parle un peu de ça, sauf qu'il n'est pas, le héros n'est pas footballeur pour le coup, il est athlète parce qu'il vit rapidement, donc je voulais qu'il court. Donc il fait du sprint. Est-ce que c'est toi le héros ou Je suis le héros, je suis le protagoniste de cette histoire avec tout ce que ça comporte. Donc j'ai beaucoup de mal à en parler, pas dans le sens où je ne veux pas en parler, c'est que j'ai beaucoup. Ça sort quand? Le 16 juillet. Et j'ai beaucoup de mal à... En fait, quand je m'entends parler, c'est un truc qui me fatigue. J'ai du mal à intellectualiser. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps dessus ou Non, pas du tout. C'est parce que quand on fait un film, je pense qu'à un moment, il faut le donner au public. Et c'est à eux d'en parler. Et de, voilà, moi, tu l'as vu, Franck, ou pas? Tu as eu le droit à une projo? Tu veux que j'en parle? Je veux que tu en parles un petit peu, que tu me pitches ça. J'imagine que c'est l'histoire d'un marathon. C'est l'histoire d'un athlète qui a été un grand champion, qui a été médaille d'argent aux Jeux Olympiques dans ses heures de gloire, et qu'on retrouve à 34 ans. À la fin de sa carrière, il a du mal à vivre avec le fait qu'il n'est plus aussi prestigieux, talentueux et performant que lorsqu'il était jeune. Donc il est un peu sur le déclin, et en même temps il n'a pas vraiment envie de vivre cette vie sur le déclin, il a envie de continuer la fast life justement. Et donc c'est le décalage un peu entre ses aspirations de vie et son mode de vie, et puis ce qu'il est réellement devenu comme athlète et ce qu'il représente. Et c'est un peu, on va dire, la dégringolade, puis après le retour, la rédemption de l'athlète comme de l'homme. Voilà, je pense que ça c'est bien résumé de la part de Franck. Est-ce qu'on retrouve Fabrice Eboué dedans ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des gens de la team Il a un petit rôle. Il a un petit rôle. On peut le dire. Fabrice est présent rapidement. Votre binôme avec Fabrice, si on devait le comparer à un coach et à un joueur dans le football, ça serait qui? Un coach et un joueur, il n'y a pas vraiment. Un duo. Il n'y a pas de coach et de joueur entre moi et Fabrice. Enfin, je pourrais pas définir ça comme ou ça. Un binôme dans le monde du foot. Je dirais. C'est intéressant ce que vous dites. J'aurais dit Van der Vaart, Van Persie. Et Van Persie pour toi. Parce que les deux ont du talent, mais des fois ils ont du mal à cohabiter. Mais pourtant, ensemble, ils font des miracles, quoi. Donc voilà. Mais comme on est des artistes, on n'est pas un vrai duo, des fois on n'arrive pas à s'entendre artistiquement. Mais en même temps, quand on réussit, on a fait 2 films qui, je pense, ont été appréciés. Pour finir, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que le film Fast Life, La vie rapide, moi je vais l'appeler La vie rapide, je trouve ça beaucoup plus cool. C'est vrai bien. Vie rapide, j'adore, moi ça m'aurait fait rire. Vie rapide, c'est vrai? Ouais. Putain, merde. Je vais demander au distributeur, au pote, de changer rapidement. On n'a pas fait encore les affiches, j'en ai pas du tout communiqué, j'ai pas communiqué dessus, c'est pas... Je pense que ça va être repris partout. Est-ce qu'on peut dire que c'est une exclue ce soir? Une exclue ce soir, mon nouveau film s'appelle La vie rapide. On te retrouve sur les planches ou pas du tout? Le stand-up en ce moment, c'est... Non, pas du tout. Je reviens dans le game de l'humour. Parce que j'ai laissé le game de l'humour un peu comme ça, j'ai un peu observé de loin, j'ai vu. Je referai plus cette connerie, parce que quel merdier, quoi. Quel manque de finesse. On a besoin de voir une grande dégaine fine sur scène. Donc non, je reviens sur scène en octobre au Théâtre de Joseph. Le Sauveur est de retour. Non, pas le Sauveur. Non, j'ai envie de m'amuser sur scène. C'est ça le problème. J'ai pas envie de passer à la télé. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent passer à la télé, mais qui n'ont plus envie de s'amuser sur scène. On te retrouve sur les écrans, donc le 17 juillet avec Fast Life. Est-ce qu'on donne des noms? On va pas donner des noms, ils se reconnaissent. Et j'arrive, les mecs. On a 1 minute pour dénoncer, si vous voulez, tout ce qui vous fait chier. Non, moi je suis pas du tout dans la dénonce, ni dans l'aigreur, je suis dans l'amour. Mais des fois, vous savez, quand on est low profile comme moi, parce que je suis pas quelqu'un qui me montre souvent, je reçois beaucoup de haine et d'attaques. Je sens des fois que des gens veulent m'attaquer et me veulent du mal. Et je suis très sensible à ça. Donc moi, je réponds de façon artistique et je ne réponds pas autrement. Donc je suis un grand sensible. C'est pour ça que je vois un psy. Voilà. Très bien. On retrouve ton film le 17 juillet, Fast Life. On retrouve La vie rapide, 17 juillet. Et le dernier numéro... T'es en train de me casser une partie du public. T'es en train de torpiller le film, putain. Tu m'as dit 17, il y a 2 16 juillet. On va revoir les images. Alors, mercredi 16 juillet. La vie rapide. La vie rapide. Très bien. Et Fast Life le 17 juillet. Non, voilà.
Et on retrouve dans les kiosques le dernier numéro de SoFoot avec 100% GG. Avec Gérard Depardieu en couverture. SoFilm, Gérard Depardieu en couverture de SoFilm, pardon. Et SoFoot, c'est un SaoFoot, c'est un numéro spécial Brésil. Ok. Voilà. Parfait. Écoutez, c'était. Merci à vous. Cool. Merci les filles, c'était très sympa. Laura, on t'a peu entendu. Hein. Laura, t'as été débordée. Tu sais, non, tu t'es laissé déborder. Tu sais, j'étais là au cas où vous étiez des invités qui avaient rien à dire. Ah ouais, d'accord. Okay. Et puis c'était pas du tout le cas. Alors ouais, non, moi j'étais là. En fait, c'est bon signe. J'étais genre sur le banc au cas où. D'accord. Et puis il y avait pas besoin, tu vois. C'était bang. C'est mon coach, Laura. D'où te vient cet accent anglophone, Laura? Je suis canadienne anglophone. D'accord. Voilà, et puis à moitié anglaise. D'accord. Alors j'ai souffert. Genre moi, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était bon. C'était le match du Canada contre la France en 86. Quand ils ont annoncé que Ben Johnson était dopé. Non, c'était. Tu sais que j'ai fait un transfert de fonds sur le compte de Benjamin Johnson. Tu me l'as déjà dit. C'est quand on est sorti sur des pénaltys contre le Portugal en l'Angleterre, parce que je suis à moitié anglaise. J'étais en train de raconter un truc incroyable. Ouais, je sais, mais ok, je te laisse. C'est quand Wayne Rooney a lâchement été balancé par Cristiano. Ah, c'était moche. Oui. C'était moche. Oui. Ah là 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 là. C'est un des gestes les plus... C'était ça, puis après il a fait le petit geste vers le banc, genre... Ah, boum. Ouais, c'était horrible. Voilà. C'était moche. Voilà. Tu es joueuse de foot, Laura? Hein? Tu es joueuse de foot? J'étais quand j'étais petite, ouais. Tout le monde, toutes les petites au Canada. On a beaucoup parlé cette semaine avec Karima. Je joue un peu, bon, pas toutes, mais beaucoup, je joue au foot. Moi, j'ai joué au foot, j'ai fait toutes les gardiennes, milieu de terrain. Et actuellement, partout. Tu fais quoi, juste pour que je comprenne mieux? Je fais de la radio au service public, à Radio France. D'accord, voilà. D'accord, ok. Voilà, et puis je suis... dating, là? Ouais. Non, pas du tout. Vous avez 2 minutes. On s'intéresse aux gens. Je m'intéresse parce que pour le coup, on était un peu dans l'interview vif et on n'a pas pris le temps de connaître vraiment nos interlocutrices. Et voilà, si en fin de discussion ça vient, c'est pas plus mal. Mais t'as pris les meilleurs gars, les gars les plus charmants qu'on a eu pendant cette semaine, je crois, carrément. Ouais. Et on t'a pas demandé à toi la dernière fois que t'as pleuré quoi pendant un match? Chelsea PSG. Ah oui, c'est récent. Oui, récent. Non, la dernière fois, c'est récent. Ouais, c'est récent, ouais. C'est récent, ouais. Ouais, mais j'étais pas en forme et j'avais un truc de fille aussi ce jour-là. Ah d'accord. Voilà. Donc du coup, j'allais te demander hors antenne, mais bon, voilà. Du coup, j'étais pas en forme et j'étais un peu... Plus le ramadan, tout fait à craquer, quoi. Non, c'était pas la période du ramadan. Non, c'était une blague. J'ai eu un doute en plus. Je me dis, voilà, encore une fois, ma force comique a marché. Je t'ai dit ça en te regardant très sérieusement. Voilà. Mais Karima, toi, tu restes là et puis ça sera 100% PSG quand on va retourner ici sur un Nike FC Radio. Dans quelques minutes, le temps de changer les chaises et tout ça. Voilà. Ok, super. Okay. Karima, on te retrouve. Et merci, les mecs, merci beaucoup. Hein. Merci. De rien, écoute. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine. Merci. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. #Nike FC Radio.